Bienvenue dans cette vidéo. Vous vous êtes peut-être déjà demandé, en tout cas c'est mon cas, quand vous entendez quelqu'un rire, vous êtes dans un bar ou dans un café, pourquoi cette personne rit? Quand vous entendez une dispute dehors, pourquoi les personnes se disputent? Et dans cette vidéo, on va directement rentrer dans la vie privée des gens. Alors sur des morceaux dont ils ont été ok de partager, parfois des personnes peuvent exploser à cause de certaines situations, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, surtout qu'il y a certaines situations où on aurait préféré ne jamais exploser, mais les circonstances ont fait que c'était complètement impossible de l'éviter. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram @KenTV que je vous affiche juste ici, si vous voulez par exemple m'envoyer une histoire peut-être un peu similaire à ce qui s'est passé là, ça pourrait être vraiment cool je pense de voir vos expériences à vous. Vous allez voir, dans cette vidéo, on a vraiment de l'excellent thé, par thé je veux dire histoire, et le maître mot ce sera toujours on accepte et notre cœur reste ouvert. La première histoire que je vais vous raconter, ce sera celle de quelqu'un que nous appellerons Sarah. Elle avait 24 ans et malheureusement, elle nous dit que sa maman est décédée à la suite d'un cancer du sein. Ses deux grands-mères ont connu le même sort, alors plutôt inquiète que quelque chose de similaire ne lui arrive, elle a décidé à raison de prendre des mesures, de consulter un médecin. Et malheureusement, ce médecin a décelé qu'effectivement, elle avait elle aussi dans l'un de ses seins des cellules cancéreuses. Donc ce dépistage préventif s'est avéré nécessaire. Le médecin lui a proposé trois solutions. La première, sachant que pour le moment il n'y avait pas de danger, c'était d'attendre, de faire des examens au fur et à mesure du temps, à peu près tous les 3 ou 4 mois pour voir si la situation évoluait. La deuxième solution, c'était une mastectomie partielle, c'est-à-dire retirer un sein là où il y avait des cellules cancéreuses. Et le second, il fallait le surveiller. Et la troisième solution, c'était une mastectomie complète, c'est-à-dire la suppression totale du tissu mammaire. Donc, vulgairement, retirer complètement la poitrine. Donc Sarah a réfléchi. La première chose, c'est ne rien faire mais surveiller, ce qui peut être très angoissant. La deuxième chose, il y a toujours cette fameuse phase de surveillance qui reste tout aussi angoissante. Alors, elle prend la décision qui est extrêmement courageuse mais très difficile, celle de faire la mastectomie complète. On lui avait assuré qu'elle n'aurait pas des cicatrices si grandes que ça, mais malheureusement, la réalité était très différente. Elle avait d'énormes balafres là où il y avait avant sa poitrine, des balafres roses, rugueuses, irrégulières, qui captaient toute son attention. C'était devenu pire qu'un complexe. Ça a énormément joué sur la vision qu'elle avait d'elle, sur sa féminité, sur son rapport aux autres, et tout ça a fait que psychologiquement, au bout d'un moment, elle n'allait pas bien du tout. Elle en est allée jusqu'à consulter un thérapeute qui, lui, à part essayer d'alléger sa souffrance, ne pouvait pas faire grand-chose. Alors, il lui a proposé quelque chose. Ce quelque chose, c'est de faire une chirurgie esthétique pour lui redonner ce qu'elle avait perdu. Bien sûr, ce n'est pas lui qui allait s'en charger, mais il lui a mis l'idée dans la tête. Alors Sarah s'est renseignée et elle a pris conscience qu'effectivement, pour soulager son mal-être, il fallait qu'elle retrouve ce qu'elle avait perdu. Si elle laissait les choses couler, elle est bien au fait qu'elle ne s'en serait jamais sortie. Donc, elle a pris des rendez-vous avec un chirurgien esthétique pour, d'une part, réduire les cicatrices, mais aussi retrouver une certaine poitrine. On lui a proposé plusieurs solutions. D'abord, une crème qui était censée faire disparaître les cicatrices ou en tout cas les rendre moins visibles. La deuxième possibilité, c'était un traitement laser et la troisième, c'était qu'elle obtienne des implants mammaires. D'abord, elle a pris la solution qui était la moins intrusive, c'est-à-dire la crème, qui n'a absolument pas marché. Elle a réfléchi à la solution laser, mais c'était quelque chose de coûteux et les résultats étaient incertains. Elle ne roule pas sur l'or, donc elle voulait quand même avoir quelque chose dont elle soit contente à un certain prix. Alors, elle s'est dirigée vers la dernière solution, celle des implants mammaires. Elle a demandé au chirurgien une poitrine qui était légèrement plus petite que ce qu'elle avait naturellement, et tout de suite, une fois que l'opération, la convalescence, tout ça était derrière elle, elle a remarqué presque instinctivement qu'effectivement, son moral allait nettement mieux. Elle retrouvait confiance en elle, elle avait l'impression de retrouver cette féminité qu'elle avait perdue, et les fameuses cicatrices qu'elle avait, ces implants les avaient quasiment rendues invisibles. Donc son problème était réglé. En tout cas, c'est ce qu'elle pensait. 4 ans ont passé. Sarah avait maintenant 28 ans, et elle travaillait dans une entreprise, elle faisait un travail du bureau. Et c'est dans ce fameux travail qu'une femme est arrivée dans son quotidien. Une certaine Jill. Cette Jill avait découvert un peu par accident, en entendant une conversation qui n'était pas pour ses oreilles, que Sarah avait des implants. Elle rigolait avec une copine qui savait qu'elle avait fait une chirurgie en disant qu'à tout moment, en passant un portique d'aéroport, ça pouvait sonner, etc. Vraiment une blague bête qui est arrivée dans les oreilles de la mauvaise personne. Parce qu'à la fin de la journée, tout le bureau, tout l'open space savait que Sarah avait eu des implants. Information qui était jusqu'à présent inconnue. On peut se dire comment ça se fait que le bruit se soit propagé comme ça. On peut se poser la question, mais la réponse arrive très vite. Jill a balancé l'info à tout le monde, comme quoi Sarah avait refait sa poitrine, mais l'autre info cruciale, c'est que tout le monde par contre ignorait encore pourquoi elle l'avait fait. Et durant les mois qui ont suivi, le comportement de Jill est devenu
abominable. Elle arrêtait pas de faire des commentaires, des blagues. Et à chaque fois, quand Sarah était pas très loin, qu'elle pouvait les entendre, c'était pas adressé à Sarah, mais on voulait qu'elle l'entende. Jill lui lançait des pics comme « t'as plus de plastique qu'une poupée Barbie », elle est fake autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et une collègue a même rapporté que Jill l'avait déjà appelé une fois un sac de silicone. Déjà ici, beaucoup répétaient un câble. Mais Sarah, elle comprend pas pourquoi Jill fait cette obsession vis-à-vis d'elle. Et en plus, elle va encore plus loin, c'est qu'elle dit qu'en gros, l'opération a été prise en charge par l'équivalent de la sécurité sociale dans le pays où se passe l'histoire, et donc, elle disait à tout le monde que Jill avait refait sa poitrine au prix du contribuable, gratuitement pour elle. Alors que dans les faits, c'était assez différent. La mastectomie étant une opération médicale, oui, avait été prise en charge par l'équivalent de la sécurité sociale. Par contre, le côté esthétique derrière, donc les implants, la crème, etc., ça c'était aux frais directement de Jill. Personne d'autre n'a participé à ça. Mal à l'aise, Sarah a demandé plusieurs fois à Jill d'arrêter. Logique, et elle l'a toujours fait dans des endroits pour ne pas la mettre à l'aise directement, donc dans un ascenseur, à l'abri des regards, là où il n'y a pas de caméra. Mais Jill n'a jamais arrêté. Sarah ne se prenait pas des remarques tous les jours, mais elle devait s'en prendre à peu près 3 par semaine, et ça a duré pendant 3 ou 4 mois, ce qui est concrètement énorme, et je peux comprendre que là, on rentre vraiment dans quelque chose d'invivable. Mais il y a un jour où là, tout a pété. Sarah était en train de manger pendant sa pause déj, il y avait dans la salle de repos d'autres collègues, dont Jill. Et à un moment donné, la conversation n'était pas très intéressante, ou alors le sujet n'était pas méga important, et Sarah a dit « c'est un peu superficiel ». Et là, Jill a jeté un regard à Sarah, a regardé sa poitrine, l'a regardé encore une fois dans les yeux, et elle lui a dit « tu t'y connais en superficialité toi en plus ». Là, abominable. Là, Sarah, et c'est cette phrase-là précisément, qui a été la petite goutte d'eau qui a fait déborder la piscine. Et là, elle lui a tout balancé. Elle lui a dit « tu veux savoir pourquoi j'ai ça ? Parce que des membres de ma famille sont décédés à la suite de cancer du sein, donc j'ai fait le dépistage. » Elle lui dit tout, absolument tout. Et elle conclut en disant « avant de juger quelqu'un qui a recours à la chirurgie esthétique, demande-toi d'abord pourquoi cette personne est allée jusque-là. » Ensuite, Sarah a pris son plateau, elle a quitté la table et elle est partie avec sa couronne de queen sur la tête. Cette révélation, ça a eu l'effet d'une bombe. Il y a beaucoup de personnes du bureau qui sont venues apporter leur soutien directement à Sarah. Certains prenaient un peu la défense de Jill en disant qu'elle faisait des blagues, que Sarah était un peu trop sévère. Et le soir, surprise. Sarah reçoit dans sa boîte mail un message des ressources humaines. Elle était convoquée. Elle sentait que ça ne sentait pas très bon, donc elle a appelé le fameux service. Des termes ont été utilisés comme quoi elle mettait une mauvaise ambiance au travail, mais dans tout ça, Sarah comprend un truc, Jill s'était plainte auprès de la direction. Et il y a un autre problème, c'est que Sarah sait très bien que la responsable ressources humaines, donc quelqu'un qu'on va appeler Debbie, était une amie de Jill. Donc, elle avait entre guillemets un avantage par rapport à Sarah. Pour elle, une bataille se lance. Elle décide d'honorer sa convocation qui avait lieu très rapidement, mais avant ça, elle s'est dit qu'elle allait construire un dossier en béton. Elle s'est renseignée sur internet, elle a regardé son contrat attentivement et elle a vu qu'il y avait une clause qu'en cas de conflit d'intérêts ou litige, elle pouvait demander une personne impartiale. Elle a fait une photocopie du contrat. Elle a surligné au fluo cette partie-là précisément, comme ça elle se dit que pendant la convocation, ce ne sera pas Debbie qui va essayer de trancher, ce sera quelqu'un d'autre. Ensuite, elle a envoyé un message privé sur les réseaux sociaux à plein de collègues en demandant s'ils étaient ok de témoigner si jamais ils étaient entre guillemets appelés à la barre, mais aussi de faire un papier signé avec le plus de détails possible sur la situation. C'est-à-dire qu'il devait dire « je, sous-signé machin, atteste que je travaille avec Jill et Sarah et que Jill a dit à telle date, telle heure, telle chose à propos de Sarah. » Au total, après sa demande, Sarah a eu 16 lettres signées. Et dans ces lettres, il y avait énormément de détails, mais aussi de révélations. Et ces révélations, c'était en fait que Jill ne s'acharnait pas que sur Sarah, mais elle avait aussi des propos extrêmement grossiers, voire même parfois racistes, vis-à-vis d'autres collègues. Et le truc que Sarah ait 16 lettres signées, c'était un atout majeur, parce que dans l'entreprise, il y avait 45 employés. Donc 16 sur 45, c'est quand même un chiffre assez conséquent. Ensuite, le jour de la convocation auprès des ressources humaines arrive. Sarah se présente au bureau des ressources humaines avec son fameux dossier sous le bras, Debbie la responsable attend là, et Sarah, un peu innocemment, demande « est-ce que c'est vous qui allez m'entendre ?» et Debbie répond que oui. Donc Sarah dit clairement que ça ne me convient pas et qu'elle est complètement dans son droit, qu'un superviseur impartial s'occupe de l'affaire. Debbie essaya de contourner le truc en disant qu'elle pouvait complètement être impartiale, sauf que Sarah est restée elle aussi sur ses positions et a dit que non, qu'elle avait de bonnes raisons de croire qu'il y avait ici un conflit d'intérêts et qu'elle ne souhaitait pas que Debbie mène la fameuse réunion. Alors Debbie est allée chercher un autre responsable qui lui, la situation, il s'en fichait pas, mais il était pour le coup impartial. Donc pour lui, il n'y avait pas de problème qu'il y ait quelqu'un d'autre que Debbie. Bien qu'elle soit à côté en disant mais je peux être impartial, c'est bon, je peux gérer. Lui, il s'est dit je m'occupe de la chose, c'est bon. Et donc,
l'entretien commence. On pose à Sarah plein de questions. Pourquoi pensez-vous que Jill a fait un signalement? Elle répond qu'elle a probablement un problème avec elle depuis 3 ou 4 mois. On demande quel serait ce problème et là, encore une fois, Sarah déballe toute son histoire médicale. Et elle ajoute aussi bien sûr les fameuses moqueries, les remarques que Jill a portées à son égard. On lui a demandé si elle avait des preuves. Effectivement, elle avait son petit dossier avec ses 16 témoignages. Et après, on a demandé à Sarah, selon elle, qu'est-ce qui a déclenché la plainte contre elle. Et pour Sarah, c'est sûr et certain, c'est la fameuse scène qu'il y a eu dans la cafétéria au moment de déjeuner. Enfin, on finit avec 2 questions. Est-ce que Sarah a déjà essayé de résoudre le problème sans que ça dépasse les limites, c'est-à-dire avoir une conversation avec elle? Elle dit oui, plusieurs fois, 4 fois au total, mais Jill n'a jamais arrêté. Et enfin, la dernière conclusion, c'était est-ce que Jill savait depuis le début que Sarah avait eu un cancer? Après ça, la réunion s'est terminée. Sarah est retournée à son bureau, elle a continué un peu sa journée, et au fur et à mesure du temps, il y a tous les fameux témoins qui ont signé les différents papiers, qui sont appelés aussi pour témoigner. Et à la fin de tout ça, c'est Jill qui a été convoquée. Après, Jill est revenue, elle avait le teint méga pâle, son entretien n'avait pas dû très bien se passer, et elle a été reconvoquée une demi-heure après. Donc elle est revenue à son bureau à 16h30, à 17h, on la rappelle. À 17h30 à peu près, elle revient, l'entreprise était sur le point de fermer ses portes, tout le monde allait un peu partir, et là Jill est complètement furieuse. Elle commença à ramasser différentes affaires, et elle allait voir différentes personnes dans des bureaux en disant « elle m'a fait virer ». Karma. Jill a quitté l'entreprise. Sarah, peu de temps après, a reçu un mail de la part du service des ressources humaines où il y avait marqué une simple phrase « Votre dossier est clos ». Sarah est restée assise. Elle a inspiré, se disant qu'enfin le calvaire qu'elle vivait depuis longtemps était terminé. Et elle n'était pas forcément fière d'avoir fait virer quelqu'un. Elle était juste contente qu'enfin une situation qui l'embarrassait énormément soit terminée. Dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous auriez fait dans cette situation? Parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui auraient déjà à ce moment-là explosé dès qu'il y aurait eu les premières remarques. Ça aurait pu partir en ping-pong. Jill fait une blague douteuse, Sarah répond en l'insultant sur autre chose et du coup les personnes s'aiment pas, mais ça crée une mauvaise ambiance. Je trouve honnêtement que Sarah a eu un parcours extrêmement mature et en plus de ça, elle n'a pas cherché à faire virer Jill. C'est arrivé, c'est une conséquence, mais c'est Jill d'ailleurs qui doit s'en mordre les doigts, qui a commencé en allant se plaindre aux ressources humaines. Donc si elle l'avait fait et qu'elle s'était excusée, c'est fort possible qu'à la fin de tout ça, elle ait pu d'un côté se réconcilier avec Sarah, mais aussi garder son boulot. Là, probablement son ego lui a coûté très cher. Dans cette seconde histoire, on va voir le parcours de Mark. Mark nous dit qu'il était à l'aéroport de Los Angeles, il était plutôt content car il s'apprêtait à faire un petit voyage à Tokyo. Rien que ça. Donc il est à l'aéroport, voilà, il se dirige tranquillement vers sa porte d'embarquement, il a fait tout ce qu'il avait à faire et c'est là qu'il aperçoit une femme, littéralement au milieu du passage. Les gens devaient l'éviter, elle bloquait pas le passage mais c'est très clairement un comportement chiant, mais c'est rien par rapport à la suite, et cette femme avait un chien. Le chien était derrière elle et elle s'en occupait pas vraiment. Elle était là, elle était en train de parler à quelqu'un au téléphone, probablement en FaceTime. Mark, ça l'a intrigué, il était en train un peu clairement de juger la personne en se disant mais c'est n'importe quoi d'être autant sans gêne. Et c'est là qu'il voit que le chien est en train de faire caca sur le sol de l'aéroport. Mark est assez surpris mais il se dit ça reste un animal. Aussi mignon peut-il être, peut-être qu'il avait envie de faire là et puis la femme ne l'a pas sorti avant, elle n'a pas pris de précaution. Donc à part être un peu surpris à ce moment-là, il n'a pas plus de réaction. Jusqu'au moment où le chien a fini ce qu'il avait à faire, là il se dit, bon, il faudrait que sa maîtresse s'occupe de la chose. Donc il vient lui tapoter sur l'épaule et lui dit, madame, votre chien vient de... Et il a même pas le temps de finir sa phrase que la fille le regarde la crotte du chien, le re-regarde encore, lève les yeux au ciel et elle retourne faire ce qu'elle avait à faire. Elle en avait absolument rien à cirer. Et elle s'en va. Marc le court un peu après, lui dit « Madame, vous avez peut-être pas vu, mais votre chien, il a fait caca par terre. » Et elle lui dit « C'est bon, dans l'aéroport, il y a des gens pour laver ça. » Marc, il réagit pas, il est sous le choc, comme beaucoup, et elle reprend sa route. Marc, il reste quelques temps devant la crotte et il essaye un peu de sauver les gens parce qu'il y en a, ils sont juste heureux de partir en vacances. Et comment bien commencer ses vacances que... marcher dans une crotte, dans un aéroport, là où tu ne t'y attends pas forcément, je crois. Donc il est là, il dit attention, attention, attention. Il va prévenir des agents de nettoyage qui sont complètement dépités de la situation. Marc est désolé pour eux, mais c'est pas de sa faute. Mais il décide après tout ça de reprendre la direction de sa porte d'embarquement. Il fait tout ce qu'il faut, etc. Et sur qui il tombe à ce moment-là? Sur la fameuse femme avec son chien, qui est assise, là où on peut patienter, mais elle est encore une fois sans gêne. Elle prend de la place, son chien lui il aboie sur tout le monde et elle est toujours en FaceTime avec quelqu'un, elle ne le gère absolument pas. Marc commence à avoir des visions de cette personne-là dans d'autres situations, elle commence à se dire que quand elle se gare, probablement que plutôt que de se mettre sur une place,
Elle en prend deux, elle se fout au milieu carrément avec la ligne sous la voiture. Il pense à plein de trucs comme ça et ça l'agace. Elle gêne tout le monde et clairement elle s'en fiche. D'ailleurs, ce qui confirme tout ça, c'est que quand elle a fini de téléphoner, elle met de la musique. Pas dans des écouteurs. Elle met de la musique directement sur les haut-parleurs de son téléphone et elle attend. Donc tout le monde s'écarte d'elle, alors que pourtant, pas très loin, il y a un espace dédié pour justement les personnes qui ont des animaux avec un peu plus d'espace, mais elle, encore une fois, elle s'en fout. Alors Marc, il se dit, je vais faire une petite blague. Il s'assoit à côté d'elle et il lui dit, vous allez à Londres pour le travail? La fille répond, non, je vais à Tokyo. Et là Marc fait, oh, vous feriez mieux de vous dépêcher parce que le vol a été déplacé à une autre porte. Là, vous êtes pour le vol pour Londres. Lui, ce qu'il voulait, c'était créer un petit moment de panique, de flou, juste un peu pour la remettre à sa place, quoi, juste pour se faire du bien. Mais ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui a dépassé toutes ses espérances. La fille s'est levée. D'un coup, elle a pris ses affaires, les affaires de son chien, et elle est partie en courant, sans vérifier quoi que ce soit. Elle a même pas regardé la petite télé, à côté de là où on entre dans l'avion, où il y avait clairement marqué Tokyo. La fille a même pas dit merci, même si c'était un mensonge, elle est juste partie en courant. En plus de ça, la porte que Marc a indiquée à la fille était une porte qui était extrêmement loin. Donc il avait un petit sentiment de culpabilité quand même. Il se dit, bon, elle reviendra à temps. Elle va demander à un employé, c'est bien la porte au cœur, on va lui dire non, c'est là-bas, elle va revenir. Pas du tout. Marc ne l'a pas vu embarquer, il ne l'a pas vu dans l'avion. Il pouvait pas savoir quand on appelle les passagers si c'était elle parce qu'il ne connaissait pas son nom. Mais cette petite blague, juste pour la remettre à sa place, a fait qu'une femme a loupé son vol. Et Marc s'est senti quand même un peu coupable. Mais un peu, pas non plus tant que ça. Et honnêtement, personnellement, je lui en veux pas trop. Il n'y a pas mort d'homme. C'est en soi, même si c'est de l'argent, une blague qui a un peu mal tourné, mais ça va. Maintenant, on va voir ce que raconte Louis. Louis nous dit qu'il travaillait depuis un moment pour une entreprise de rénovation. Généralement, il rénovait des vieilles maisons abandonnées et ensuite ces fameuses maisons étaient revendues aux enchères. Et il y avait une règle pas écrite, c'était que si un employé trouvait quelque chose dans la maison, quelque chose de valeur ou qu'il voulait garder, c'était ok. Il pouvait, ça lui appartenait. Et un jour, dans cette entreprise, un gars a été embauché, un mec du nom de Chad. Et très rapidement, tout le monde s'est rendu compte que c'était un misérable abruti. Louis avait déjà 5 ans de métier derrière lui, Chad lui avait moins d'une année d'expérience, il venait de l'univers de la comptabilité et il avait été licencié et il a dû faire une sorte de reconversion parce qu'il avait été pris en train de conduire en état d'ivresse. Donc autant dire que cet univers un peu du bâtiment, Chad il n'en connaissait rien, par contre ce qu'il connaissait très bien c'était comment humilier les gens. Il se moquait par exemple des vêtements que Louis portait. C'est pas là que tu vas faire une fashion week? Il se moquait de son accent, de sa manière de parler. Et à chaque fois, il avait, quand tu lui parlais, même normalement, un petit rictus, quoi. Il était toujours très moqueur. Et un jour, pour Louis, la ligne rouge a été franchie. Alors Louis ne sait absolument pas comment, mais a le suivre sur Instagram. Louis avait un profil privé, mais il a dû à un moment donné, par erreur, accepter la demande de suivi de ce fameux Chad. Et il a montré une photo au patron de Louis quand il était plus jeune en train de fumer de la drogue. Et le pire, c'est que Chad était extrêmement content de montrer ça au patron. Qu'est-ce que ça lui a apporté? On n'en sait rien, mais pour lui, c'était une satisfaction perso. Il pensait que Louis allait se faire virer de l'entreprise. Mais il y a un petit détail qu'il ignorait, c'est que le patron de l'entreprise, c'était un ami de jeunesse de Louis. Et que la personne qui a pris la photo, c'était le patron. Il était là à ce moment-là. Donc Louis, le fait qu'il monte la photo en soi, il s'en fout un peu, mais ce qui le gêne particulièrement, c'est pas qu'il se sente un peu humilié qu'on l'expose comme ça, il sent qu'on a pénétré dans son intimité sans son consentement. Alors, c'est là qu'une petite idée de vengeance lui vient en tête. Une idée qui est en lien avec la règle que les employés du bâtiment ont, c'est-à-dire que si on trouve quelque chose, c'est à nous. Et il pense pas que sa vengeance va entraîner carrément ce qui va se passer derrière. Lui, il voit ça comme une blague. Il achète sur internet des fausses pièces d'or qui semblent assez vraies. Ça pourrait faire une belle déco si on veut faire un décor pirate ou quelque chose comme ça. Ensuite, il va chez un antiquaire, il achète une vieille boîte, usée, vieillie par le temps, et ensuite, il met les pièces d'or dedans et il cache à un moment donné la boîte dans un endroit de la maison qui est en train d'être rénové, un endroit où il est sûr que le fameux Chad va tomber dessus. Et le jour où Chad tombe dessus, donc très rapidement, il explose de joie. C'est pire que s'il avait gagné à l'euro million. Peut-être pas, mais en tout cas, il est très content. Il hurlait, il rigolait, il disait « je me casse, je suis riche ». Sans hésiter une seconde, il a juste vu des pièces d'or, il n'a pas regardé si c'était du toc ou quoi que ce soit. Il est allé voir le patron, il l'a insulté et il s'est barré en disant qu'il démissionnait. Mais pas avec un préavis ou quoi que ce soit, non, il partait maintenant. Il a quitté le chantier avec ses pièces d'or, très heureux, complètement convaincu que ça y est, il était méga riche, que sa vie venait de changer. Louis, lui, quand il a vu la scène, il pensait pas que ça allait partir aussi loin, mais il était un peu content quand même de s'être débarrassé de quelqu'un comme ça. Et de toute manière, il n'a pas eu de remords derrière parce que
quand le patron a parlé à Louis que le fameux Chad partait, il lui a dit de toute manière je comptais le virer ce soir. Donc que Louis fasse la blague ou pas, le résultat aurait été le même, Chad serait parti. Mais ça a donné quand même une petite satisfaction à Louis que je comprends bien et il trouve que l'achat global qui lui a coûté à peu près 40$, ce qui n'est pas excessivement cher mais c'est quand même un investissement pour une blague, lui il voit ça comme un investissement plutôt rentable. Et si lui ça lui convient, en vrai, tant mieux parce que lui il a juste fait une blague, le reste c'est Chad qui s'en est occupé tout seul et j'aimerais bien savoir ce qu'il a pu se dire quand il a fait vérifier les pièces et qu'on lui a dit mais c'est rien. Je pense honnêtement qu'il a dû en pleurer un peu quand même. Maintenant, on va voir l'histoire d'Elena, qui est une histoire assez particulière en soi, mais je pense que beaucoup peuvent se reconnaître dans ce qu'elle a vécu, et en plus, vous allez voir, elle est allée très loin. Elle nous dit qu'elle a rencontré un de ses petits amis en ligne, mais pas avec des applications de rencontre ou quoi que ce soit, c'était sur un jeu vidéo en ligne. Elle avait 17 ans, le mec 14, et ils étaient séparés d'une distance assez conséquente. Au début, leur relation a commencé par une amitié, ils avaient ce point commun important qui était le fameux jeu en question, et puis l'amitié a évolué progressivement vers quelque chose de plus profond, vers des sentiments amoureux. Alors, une relation à distance s'est créée. Avec les années, ils se sont vus en vrai, pas régulièrement, c'était tous les quelques mois, mais l'objectif était clair au bout d'un moment, c'était de casser la distance qui les séparait et d'emménager ensemble. Il y a un mois qui avait été fixé pour réaliser cet objectif, le mois de décembre. Ils ne s'étaient jamais vraiment disputés, la relation se passait en soi plutôt bien. Elena lui disait qu'elle avait vraiment des sentiments à son égard, lui disait pareil. Ouais, vous allez voir la suite. Et petit à petit, en vieillissant, la vie d'Elena se construisant, elle avait moins de temps à jouer. Elle aimait toujours jouer, mais elle pouvait y consacrer moins de temps parce qu'elle avait à un moment donné ses études, son travail, des responsabilités, alors que lui, pas tant. Il n'arrivait pas à garder un travail, il n'avait quasiment aucun revenu, donc il avait tout son temps à consacrer au fameux jeu. Et Elena était rentrée dans quelque chose d'assez particulier. C'est qu'elle finançait en soi sa vie. Elle lui payait son loyer, ses factures, ses courses. Là, je vous vois, vous vous dites quoi? Mais elle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne s'en plaignait pas du tout. Elle avait les moyens de le faire, ça lui faisait plaisir de le faire. Lui était gentil, donc elle voyait pas le problème à ça. Mais à un moment donné, ça a changé parce que je vous ai dit qu'il était gentil et ça n'a pas duré parce qu'il a pété un câble. Un jour, les choses de la vie se faisant, au mois de novembre, donc avant le fameux mois de décembre, où il devait y avoir emménagement, Elena n'a pas pu donner de l'argent à son mec parce qu'elle avait eu des dettes, elle avait eu des factures imprévues, ce genre de choses. Elle l'a appelé pour lui dire que pour une fois, il devrait se débrouiller tout seul. Il l'a pas aimé du tout. Il s'est mis à pleurer, à paniquer, à dire qu'il ne voulait pas revenir chez ses parents. Elena essaye de le calmer, de le rassurer, de lui dire essaye de trouver un petit travail en intérim, un truc temporaire en attendant. Mais lui disait que ses parents allaient le violenter s'il y retournait. Et Elena avait déjà rencontré les parents de son mec, c'était des personnes adorables. Donc, à un moment donné, au fur et à mesure de la conversation, le calme revient. Lui, il reste un peu style passif-agressif. À un moment, je me calme, après, je suis pas content, etc., etc. Et le lendemain, par amour, Elena contacte son père. Elle lui explique la situation, qu'elle ne peut pas pour une fois l'entretenir et qu'il va devoir revenir à la maison. Et lui a répondu aussitôt qu'un ami cherchait un employé pour un boulot saisonnier dans un petit entrepôt. Ce serait pas le job de ses rêves, mais au moins il gagne de l'argent, si vraiment il veut pas revenir. Il serait payé 15$ de l'heure. Les tâches sont simples, il doit porter des cartons, balayer, faire l'inventaire. Elena, contente, elle se dit une solution qui tombe comme ça. Donc elle en parle à son mec, et non, il veut pas. Il refuse catégoriquement, il dit que c'est un job éclaté. Et en fait, Elena comprend que ce n'est pas ce boulot précisément le problème. C'est n'importe quel boulot, lui il veut juste vivre, jouer, ne jamais travailler et recevoir des virements d'Elena. Elena s'est renseignée, elle a trouvé des emplois pas loin de chez lui où il pouvait même travailler en y allant à pied. Mais non, il ne voulait pas. Par contre, il a eu un mesdames et messieurs, ouvrez les guillemets, culot. Il a dit à Elena que elle devrait prendre un autre boulot pour gagner plus et lui donner de l'argent. C'est lunaire. Et le truc, c'est que Elena, étant amoureuse de ce type, ne s'est pas dit « Mais qu'est-ce qui me dit ce tocard ?» Elle reste calme, elle lui explique qu'elle travaille déjà beaucoup. En plus, elle travaille 6 jours par semaine, qu'elle a un métier qui est difficile, qui lui prend du temps, de l'énergie. Alors que lui, il avait que 2 choses dans sa vie, le jeu et un abonnement pour un truc de streaming qui était payé par Elena. C'était un truc du style Netflix, mais c'est Elena qui payait. Pendant la nuit qui a suivi, Elena, elle était en pleurs. Elle ne savait pas quoi faire. Elle était amoureuse, mais elle a quand même pensé à le quitter. Mais elle l'aimait, elle voulait trouver des solutions, donc elle s'est dit non, je vais rester avec, on va trouver un moyen. Et c'est là qu'elle dit que ça, c'était une énorme erreur. Ils se sont réconciliés après. Forcément, lui ne voulait pas perdre sa poule aux œufs d'or, si on peut dire ça comme ça. Il est retourné finalement vivre chez ses parents. Elena essayait de lui trouver un travail, d'améliorer sa vie pendant que lui passait son temps à jouer. Et finalement, elle a réussi, au bout de beaucoup de conversations, à le convaincre d'être embauché dans un petit magasin.
un endroit où il a accepté de travailler. Donc enfin, il touchait un salaire. Et c'était tellement quelque chose de nouveau que pour la première fois, il l'a invité au resto. Les morceaux de la relation semblaient se recoller petit à petit, mais Elena, elle continuait à envoyer de l'argent, faire des cadeaux. Elle lui donnait dans le jeu des trucs qu'il fallait acheter parce que le jeu était un jeu gratuit, mais on pouvait acheter avec de l'argent réel des objets dans le jeu, des bonus, ce genre de choses. Et encore un mois après, donc le mois de décembre est passé, il n'y a pas eu d'emménagement à cause des problèmes financiers d'un côté d'Elena, mais aussi du gars qui n'avait, enfin problème financier pour lui non, mais il n'avait pas de finances. Quoi qu'il en soit, ils s'organisent un petit week-end. Ils mettent leur argent un peu en commun pour payer les billets d'avion, etc. Quand ils arrivent sur place, tout va bien, restaurant, ils rigolent, ils sortent. Et encore une fois, pour la première fois à peu près, ils payaient des trucs. Elena trouvait ça très agréable, enfin d'avoir une vie partagée, pas un truc qui ne dépend que d'elle. Et un soir, alors que le mec prenait une douche dans la chambre d'hôtel, Elena était tranquillement assise sur le lit, il y avait le téléphone du gars qui était sur le lit aussi, et là, notification sur le téléphone. Un message de quelqu'un qui lui dit « Quand est-ce que tu la quittes ?» C'était un message d'une fille. Et là, Elena, elle est abattue. Elle a envie d'exploser son mec. Elle veut rentrer dans la douche et le fracasser. Mais non, elle reste calme. Par contre, ça lui fait une méga douche froide dans le sens d'un coup. Elle se dit « Je reste pas avec ce gars ». Elle sait pas comment elle va le quitter, ce qu'elle va faire, mais on va dire que la DA est ici. Faut partir. Le soir, le couple, enfin l'ex-couple du coup se couche. Lui tente un petit rapprochement, il a envie d'avoir un petit rapport. Naturellement, Elena, non. Et le mec s'endort, sans se douter une seconde de ce qui va lui tomber sur la tronche. Elena s'assure que le gars s'endorme bien, et ensuite, elle fouille dans le téléphone. Et là, c'est plus la douche froide, c'est la douche glaciale. Elle voit qu'en fait, le gars l'a trompée depuis 6 mois. De ce qu'elle semble comprendre, la tromperie a commencé au moment où Elena a arrêté de payer son loyer. Elle a regardé plein de messages, des dizaines. Il y avait des insultes, des moqueries. Le mec disait qu'Elena était émotionnellement abusive. Il envoyait même, ça c'est abominable, il a même diffusé des photos intimes d'elle, juste pour se moquer de son corps. La situation là, elle est lunaire, vraiment. Genre je souhaite à personne de se retrouver dans cette situation. Elena, elle n'a pas trouvé le sommeil, ce qui se comprend bien naturellement. Elle était dévastée et le lendemain, lui se comportait comme si de rien n'était. Il jouait au jeu sur son ordinateur qu'il avait amené. Il mangeait tranquillement. Lui, il se doutait pas une seule seconde de la découverte d'Elena, alors que elle se sentait comme avec, même pas un étranger, avec un ennemi maintenant. Elle avait envie de le frapper, d'hurler, vraiment de partir, mais elle a plutôt joué un rôle. Elle a fait comme si tout se passait normalement. Elle repoussait certaines avances, etc. Elle mettait une certaine limite, mais elle jouait suffisamment un rôle pour que le mec ne se doute pas une seconde de ce qu'il se passait là. Ensuite, Elena est rentrée chez elle, et en elle se mélangeaient deux sentiments. Déjà la tristesse, mais aussi la colère. Elle voulait lui faire payer, et très sévèrement ce qu'elle avait subi. Elle se dit comment je peux être aussi naïf, comment ça peut arriver. Et une fois on va dire que les regrets sont passés, là c'est la vengeance qui est arrivée. Elle nous dit qu'ils avaient une sorte de compte commun sur le fameux jeu en ligne. Un compte qu'ils avaient construit à deux, c'était un peu leur bébé, et c'était des années de jeu. Dessus il y avait de l'argent, quelque chose comme ça, enfin il y avait plein de trucs. Et pour vous illustrer le truc, on peut par exemple convertir de l'argent réel en argent dans le jeu. Et il y avait beaucoup d'argent réel qui avait été mis dans le jeu, et ils en étaient venus une fois à se dire, si jamais à un moment donné on se sépare, tu prends la moitié, je prends la moitié, comme ça il n'y a pas de jaloux. Alors que 99% de l'argent c'était l'argent d'Elena. Rappelons-le quand même, on sait jamais. Elena a pris sa moitié, elle l'a mis sur le compte principal qu'elle utilisait, son compte à elle, et ensuite elle a pris l'autre moitié mais elle l'a pas pris pour elle. Elle l'a donné ici et là à d'autres joueurs qu'elle croisait mais qu'elle ne connaissait pas. Elle a tout donné, les objets un peu rares qui pouvaient valoir cher, du rare argent encore une fois, tout ça, elle a tout vidé. À un moment donné, il n'y avait plus rien, mais pour Elena, cette vengeance-là, c'était encore un peu trop doux. Et honnêtement, je suis d'accord. Elle avait les identifiants des comptes du gars. Parce que lui, des fois, s'il n'était pas là, lui demandait s'il pouvait se connecter pour faire un truc, etc. Donc, elle avait accès à son compte. Ce compte du gars qui avait limite plus de valeur que sa propre vie. C'était vraiment des années et des années de jeu, de gameplay, de temps passé. Ça avait pour lui une valeur sentimentale extrême. Elena dit clairement que c'est 14 années qu'il a passé sur ce jeu, avec ce compte. Je précise tout ça pour que vous compreniez bien la valeur du truc pour lui. C'est comme si un peintre avait passé 15 années de sa vie sur une peinture, et là, Elena, elle a, sans que le peintre le sache, la peinture dans les mains. Et elle en fait ce qu'elle veut. Et encore une fois, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout donné. Elle a vidé l'argent sur le compte, elle a vidé l'inventaire des objets, etc. Et pendant ce temps-là, son ex, lui, ne se doutait de rien parce qu'il était dans l'avion en train de rentrer chez lui, ça lui prenait plus de temps. Donc elle avait une marge de manœuvre où lui ne se doutait absolument pas de ce qui se passait. Et donc, elle a encore une fois donné de l'argent, acheté des trucs qui ne servent absolument
à rien dans le jeu, littéralement. Elle a dépensé la fortune du gars pour acheter des trucs inutiles. Elle s'est aussi fait des cadeaux à elle. Elle s'est offert des abonnements, des trucs, des accès, etc. Parce que rappelons que c'est aussi de l'argent qu'on peut avoir avec de l'argent réel. Donc ça peut donner aussi accès à des privilèges. Et elle dépense ça pour elle, littéralement. Ce qu'elle fait là, c'est qu'elle détruit 14 années d'investissement dans un jeu, des dizaines de milliers d'heures passées dans cet univers. Le mec, quand il va se reconnecter, il n'y aura plus rien. C'est comme si il commençait là. On pourrait dire que c'est cruel. Ça, libre à vous de vous faire votre avis là-dessus. Elena n'a eu aucun remords, et encore une fois, là je suis pas du style à lui faire des reproches. Une fois qu'elle a vraiment ruiné son personnage, elle contacte aussi des personnes que lui connaît, en se faisant passer pour lui, en disant que c'est un énorme trompeur. Elle change aussi son pseudo. Il avait un pseudo qui de base pouvait être stylé pour lui, mais elle l'a modifié en mettant un truc du style « Je suis un gros trompeur », donc son personnage s'appelait comme ça, et généralement dans le jeu tu pouvais changer de nom une fois. Après, il fallait soit payer, soit faire des demandes, mais c'était assez compliqué. Donc le gars, il pouvait se retrouver à vie sur le jeu avec le pseudo « Je suis un trompeur ». Au bout d'un moment, l'ex-copain a atterri, il est rentré chez lui, et là, boum, il tombe sur ce qui s'est passé, il sait que c'est Elena, il lui envoie des messages furieux, mais aussi en pleurs, il essaye de passer pour une énorme victime, et elle, très calmement, a rompu avec lui et a même ajouté qu'elle pourrait porter plainte pour la diffusion intime des photos de son corps. Alors elle dit qu'elle n'avait aucune vraie intention d'aller porter plainte, c'était juste pour que lui la lâche, et ça a marché. Elle a eu une vengeance. Le monde numérique de son ex, qui était plus important que sa vie réelle, était détruit. C'est quelque chose qui lui a fait profondément du bien. Est-ce que selon vous, tout ça était mérité ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. De mon côté, on parle quand même d'une fille qui s'est fait tromper pendant 6 mois. J'espère que c'est un truc qui lui servira de leçon. Dans cette dernière histoire, on va voir ce que raconte Alexandra. Elle nous dit qu'un été, elle a participé au mariage de son cousin. La mariée Emma était issue d'une famille proche de sa famille, donc elle et son cousin se connaissaient depuis l'enfance, et donc cette union avait une saveur particulière. C'était un peu l'amour d'enfance qui a évolué, et ils se retrouvent adultes, c'est concret. C'était quelque chose d'assez beau. La cérémonie était magnifique, et c'est quand la réception a commencé que là, le drame a éclaté. L'une des demoiselles d'honneur, qu'on va appeler Lily, a décidé, au début de la réception, d'annoncer son propre mariage. Chose, mesdames et messieurs, à n'absolument pas faire. On ne vole pas la vedette aux mariés le jour de leur mariage, mais Lily, elle s'en fichait. Donc tout de suite, forcément, l'attention a un peu quitté les mariés pour aller sur elle, et Emma, donc la mariée du grand jour, n'a pas crié. Elle n'a pas fait de crise, elle n'a pas pleuré, elle n'a rien fait de spécial à part sourire. Un petit sourire crispé quand même. Elle a félicité Lily vraiment chaleureusement. Et ça, c'est quelque chose qui a un peu choqué parce que les gens connaissent bien Emma et savent que quand quelque chose lui déplaît, elle ne se cache pas pour le dire. Donc pourquoi là, elle ne dit rien? Parce qu'il y avait un truc énorme qui allait tomber sur Lily, elle n'était pas prête du tout. Quelques mois plus tard, Lily organise son propre mariage qu'elle avait annoncé au cours d'un autre. Et étonnamment, elle choisit Emma comme demoiselle d'honneur. Personne dans la famille ne comprenait vraiment la décision. D'une part, pourquoi elle demande à Emma, et d'autre part, pourquoi Emma a accepté, étant donné ce que Lily avait pu faire. Le mariage a eu lieu un week-end. Alexandra, qui partage cette histoire, n'y était pas. Elle a juste eu derrière des vidéos sur Snapchat qu'on lui a envoyées, ou alors on lui a raconté les faits, et voilà ce qu'il en est. Emma avait 2 sœurs, vraiment très jeunes, beaucoup plus jeunes qu'elle, qui n'étaient pas demoiselles d'honneur, mais des sortes de filles d'honneur. C'était un peu les enfants mignons pendant le mariage pour jeter des pétales, ce genre de truc. Le but des filles, c'était quand la mariée et le marié sortaient de l'église ou quelque chose comme ça, c'était de jeter des pétales. Et le matin même de la cérémonie, Emma a changé les pétales. Sarah, la mariée qui avait tout prévu au millimètre, avait prévu des pétales blancs, et Emma a remplacé le tout par des pétales bleus. Et elle a demandé précisément à ce que personne ne dise rien. Il y avait beaucoup de monde dans la combine, mais personne ne savait vraiment pourquoi les pétales avaient été remplacés. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà un peu deviné le truc, mais c'est vraiment énorme. Donc vient le moment du mariage, la mariée et le marié passent dans l'allée, et là, on jette les pétales, des pétales bleus. Sarah devient très pâle. Tout ce qu'elle avait pensé pour son mariage, planifié au millimètre, là il y avait un petit truc qui ne collait pas. Mais sachant que tout le monde la regardait, elle pouvait pas faire un scandale. Donc elle resta muette, mais intérieurement, elle était en train de brûler. Il faut savoir que la plupart des demoiselles d'honneur étaient des amies d'Emma. Elles avaient déjà assisté au mariage d'Emma, elles ont vu ce que Lily avait fait. Clairement, elles étaient dans la combine de ce qui allait se passer. Un peu plus tard, pendant la réception, Sarah demandait, parce que ça lui restait bien en tête, pourquoi les pétales étaient bleus, pourquoi elles avaient été changées. Personne ne répondait. Tout le monde faisait comme si il ne savait pas. Le wedding planner s'est fait sévèrement réprimander parce que du coup, Sarah estimait que c'était cette personne qui avait mal fait son boulot. Mais le temps avance, l'histoire des pétales n'est pas résolue. On en arrive au moment des discours. Et pendant les discours, il y a un écran immense qui passe des photos.
un montage photo qui a été préparé par Emma. Il y a des photos de Sarah, de son mari, de leurs rencontres, leurs vacances, etc. Vraiment, ça respire l'amour. Et à un moment donné, Emma prend la télécommande et elle montre des photos, les images un peu approuvées, Sarah qui fait des grimaces, tout le monde rigole, des photos avec les amis, tout ça. Vraiment, truc très classique, très sobre. Et là, à un moment donné, alors qu'il y a un petit silence, Emma a dit à Sarah, tu dois te demander pourquoi les pétales étaient bleus. Et là, Sarah, tout de suite, qui faisait bonne figure jusqu'à présent, bam, ça la prend à la gorge. Et là, paf, elle clique sur la télécommande. Et cette fois-ci, la photo qui apparaît, c'est une échographie. Emma dit qu'elle est enceinte depuis 5 mois et qu'elle venait tout juste de découvrir le sexe de son bébé. C'est un garçon, d'où les fameuses pétales. La salle explose, des cris de joie, des félicitations. Sarah, elle se décompose. Tout le monde applaudit vraiment avec un enthousiasme spectaculaire. Emma avec son annonce, clairement, elle a volé la vedette à Sarah et à son mari, mais d'une manière encore pire que ce que Lily avait fait à son mariage à elle. Mais la réaction de Lily par contre a été radicalement différente que celle qu'a pu avoir Emma lorsqu'on lui a gâché son moment. Emma et son mari ont été expulsés du mariage et ils sont sortis. Très contents de ce qui s'était passé. La mère de Lily est venue parce que c'était le moment de sa fille pour crier sur Emma et lui a dit « Doucement, je suis enceinte » et elle est partie. Aux dernières nouvelles, Lily ne parle plus à ces demoiselles d'honneur qui étaient dans la combine, qui avaient plutôt pris le parti d'Emma que d'elle. Et cette histoire, dans la famille du coup d'Alexandra, qui la partage sur internet, c'est devenu un peu, pas une légende, mais une histoire qu'on raconte assez facilement, ou dont on se souvient facilement parce que effectivement c'est une histoire incroyable. Déjà tu te dis qu'on gâche ton moment et le gâcher derrière à quelqu'un d'autre comme ça, surtout à un mariage. Le mariage c'est un des moments de ta vie dont tu vas te souvenir, en soi jusqu'à la fin. Celui de Lily, elle se dira waouh, on m'a volé mon truc, c'est un truc incroyable. De base, je me dis, voler la vedette comme ça, annoncer ses fiançailles et tout, non, à un mariage, tu le fais clairement pas. Il y en a, je pense, qui peuvent être cool avec ça, d'autres, je pense que ça peut être cool si tu demandes au marié si ça dérange de le faire ou pas. Tu veux faire, par exemple, au moment du jeté de bouquet, ta demande, etc., faire un truc assez joli comme ça, si les mariés sont ok, go. Mais le faire comme ça de ton propre chef, je comprends que la vengeance a été savoureuse, mais dites-moi vous, par rapport à ça, vous en pensez quoi? Vengeance méritée, elle aurait dû s'abstenir. En tout cas, je pense que c'est le meilleur moyen de perdre des amis dans un cas comme dans l'autre. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces histoires assez spectaculaires de relations humaines, de voir toutes ces vengeances. J'ai beaucoup aimé vous partager ces histoires et vraiment, j'ai hâte de voir vos retours, savoir vous un peu comment vous auriez réagi dans certaines situations. Je pense que chacun peut avoir une réaction différente et je suis très curieux de voir ce que vous pouvez dire de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram AkenTV que je vous remets juste ici. Si vous souhaitez me suivre, voir un peu mon univers, mais aussi si peut-être vous souhaitez m'envoyer une histoire un peu de vengeance ou un truc de relation humaine que vous avez pu vivre et qui vous a marqué, je trouve ça vraiment intéressant et ça pourrait peut-être faire une belle vidéo si c'est vos histoires. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!